VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Le Burundi, encore et toujours, le conflit politique et social continue de plus belle autour du troisième mandat de la discorde. Pierre Nkurunziza s'est résolu à conserver le fauteuil présidentiel, même si dans les bureaux de vote mardi, peu de Burundais étaient au rendez-vous. Pour Washington, l'élection émaillée de violence n'était pas crédible. La communauté internationale craint pour l'avenir du pays. Quelle perspective pour le Burundi? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. En ce jeudi 23 juillet, nos invités nous rejoindront dans environ 3 minutes pour débattre de la situation au Burundi après la présidentielle il y a 2 jours. D'après les résultats provisoires, à ce jeudi, Pierre Nkurunziza apparaissait largement en tête. Pas surprenant, disent ses adversaires, qui martèlent qu'ils ne le considéreront plus comme président à la fin de son 2e mandat, le 28 août prochain. Des ONG, du coup, craignent la montée d'une résistance armée. Les derniers développements avec Michel Joseph. Un président à vélo et qui se dirige vers la victoire. Mais pour les détracteurs de Pierre Nkurunziza, la présidentielle de mardi n'était que du cinéma. Désormais, c'est l'après-scrutin qui fait craindre le pire. Il n'y a plus de sécurité au Burundi. Des coups de feu retentissent dans la nuit. Nous ne savons pas où va le pays. C'est cette atmosphère de peur généralisée qui a poussé les États-Unis à réagir avant même la fin du scrutin. Absence d'observateurs internationaux, intimidation systématique des électeurs, des actions soutenues pour museler les médias et les membres de l'opposition. Franchement, cette élection ne peut aucunement être considérée comme libre, juste ou crédible. Mais pour le président Nkurunziza, la population était libre de son choix. En date du 21 juillet 2015, c'est aussi un autre tournant et très décisif dans la consolidation des acquis de la démocratie dans notre pays, où on doit permettre à la population burundaise de choisir, d'élire donc des dirigeants de confiance, mais aussi choisir parmi plusieurs programmes celui qui convient le mieux. Cependant, la société civile et l'opposition, qui ont boycotté le processus électoral, se montrent toujours contre le 3e mandat que s'apprête à entamer le chef de l'État. Nous demandons à la communauté internationale de ne pas reconnaître ces élections et de continuer à faire pression sur le gouvernement, sur le parti au pouvoir, pour organiser des élections libres et équitables. D'autres Burundais refusent que la crise actuelle ressuscite la guerre civile de 1993 à 2005. S'il y a un problème, il existe des voies pour le résoudre, même après l'élection. En attendant, pour prévenir une escalade de la violence et vérifier le désarmement des groupes armés, l'Union africaine a annoncé l'envoi au Burundi de ses experts militaires et observateurs des droits de l'homme. Situation compliquée, merci Michel. L'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Sénateur Sylvestre Tibadoun Gagna, président du Burundi entre avril 1994 et juillet 1996. Il s'est retiré comme candidat de la joute présidentielle de mardi. Willy Nyamitwe, conseiller principal chargé de la communication à la présidence du Burundi. Emmanuel Nkurunziza, chercheur à l'université de York au Canada. Et mon collègue Eric Manirakiza qui vient de se joindre à la rédaction francophone de la VOA à Washington. Bienvenue messieurs. Willy Nyamitwe, les dés sont-ils jetés, les jeux faits? Le 3e mandat est-il déjà dans la poche, même si les résultats doivent être connus au plus tard demain vendredi? Merci beaucoup pour la question. Je commence d'abord à apporter une petite correction quand le reporter dit que les gens n'ont pas répondu massivement à l'élection. Eh bien, le taux de participation vient contredire votre
collègue qui a oui, vous mentionné disposez de chiffres parce qu'aux dernières nouvelles, quand on a vérifié, on n'avait pas de chiffres. La CENI a déjà dit que ça oscille entre 72 et 80% de taux de participation. Et cela est amplement suffisant pour dire que ce n'est pas peu de gens qui ont répondu à cette élection. Donc la majorité des Burundais... Mais oui, vous savez que votre commission électorale également a été montrée du doigt. Alors faut-il faire confiance à ces chiffres que vous venez de nous donner? Mais bien sûr, vous de loin, malheureusement, vous voulez seulement suivre ce que les gens essaient d'utiliser comme manipulation de l'information. Mais attendez, mais il n'y avait pas d'observateurs sur place, il n'y avait pas d'observateurs, donc évidemment, et puis même les médias apparemment sont muselés. Donc comment voulez-vous qu'on vérifie tout cela? Faux et archi-faux. Moi, je m'étonne comment vous, les Américains et certains Occidentaux, pensent que les observateurs internationaux, ça veut dire des Blancs. On avait des observateurs de l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, on avait des observateurs... Qu'en est-il de l'Union africaine? Alors, ce sont des observateurs internationaux, parce qu'il faut comprendre que la communauté internationale, c'est y compris le Burundi, y compris les pays africains. Qu'on arrête maintenant de discréditer les Africains en disant qu'il n'y a pas d'observateurs internationaux. Il y avait des observateurs internationaux, il faut que les gens se respectent mutuellement. Alors, mais répondez à la question, le troisième mandat est-il dans la poche? Parce que cette victoire était déjà donnée d'avance, hein? Alors, Willy, j'espère que vous allez nous rejoindre. Je crois qu'on a perdu la communication avec Willy, mais on espère établir cette communication très rapidement. Alors, sénateur Tibatou Ngania, je le disais, vous aviez abandonné la course comme l'ont fait 3 autres candidats. Était-ce une décision judicieuse de votre part? Bon, c'est une décision qui résulte bien sûr de l'évolution de ce processus depuis longtemps. Nous assistons à une violation systématique de la Constitution, mais également à un refus de se mettre dans les lignes indiquées par les Burundais, mais également les partenaires du Burundi. En retirant nos candidatures, nous avons considéré les recommandations qui avaient été faites par le sommet des États de la communauté de l'Afrique de l'Est le 31 mai dernier, mais également qui avaient été relayées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et nous nous attendions plutôt que tout le monde, au niveau des partenaires concernés par ces élections, s'engage dans des négociations qui auraient pu déboucher sur des solutions aux problèmes qui sont posés, mais également qui auraient pu déboucher sur l'arrêt de dates consensuelles comme cela avait été recommandé. Comme nous nous sommes trouvés face à la sourde oreille de l'autre partie, nous avons décidé de retirer nos candidatures pour ne pas cautionner un processus qui d'avance ne pourra pas trouver des solutions appropriées à la crise qui connaît le Burundi depuis plusieurs mois. Oui, mais Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, pour beaucoup d'observateurs, l'opposition s'est montrée très faible en ne pas prenant part à ces élections. Donc, et maintenant, quelle est la marche à suivre du côté de l'opposition après avoir boycotté toutes les élections législatives, communales et présidentielles? Je respecte les positions que les uns et les autres expriment. Mais j'exige aussi qu'on respecte nos positions. Parce que dans ce genre de choses, il y a d'abord une question de valeurs fondamentales auxquelles on s'attache. Une élection, si elle veut être crédible, si elle veut produire des institutions qui soient capables de faire face à des problèmes, à des standards qu'elle doit respecter, des standards internationaux tels qu'ils sont définis au niveau des Nations Unies, mais également des standards comme ils sont définis au niveau de l'Union africaine. Et ici, on voit que ces standards n'ont pas été respectés. Écoutez, comment est-ce qu'on aurait pu aller dans des élections quand on connaît toute une série de problèmes qui les entachent au niveau de la liberté des médias, au niveau de la liberté d'action des autres protagonistes politiques, que ceux qui ont le contrôle du pouvoir, au niveau de la liberté même des organisations chargées d'organiser les élections. Et j'ai écouté par exemple le conseiller principal chargé de la communication quand il parlait, mais je pense qu'il parlait aujourd'hui
comme le directeur de campagne du CNDD-FDD. Et vous savez, quand on commence déjà à parler de résultats, dans des chiffres bien précis, avant que même les organismes habilités en aient parlé, cela pose énormément de problèmes. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela est dit. On a entendu parler de 80% il y a déjà 3 jours. Et il y a tout un tas d'interrogations que cela nous amène à poser. Beaucoup de points d'interrogation. Nous avons Willy Niamitwe de retour avec nous. Alors Willy, je vais vous lire ce que un journal africain, le journal Guinée-Conakry Info, a écrit sur cette élection burundaise. Alors le journal Guinée-Conakry qui dit ce scrutin c'était du cinéma électoral burundais en technicolor, et d'ajouter que cette mascarade politique n'aura servi que l'ego démesuré de Pierre Nkurunziza qui se fout dans sa quête de légitimité populaire, dans ce scénario politique spaghetti qui n'honore point son parcours et son pays. Vous répondez quoi? Merci beaucoup pour la question, mais chose certaine, vous devez comprendre que si il y a un journaliste qui donne son point de vue, eh bien il donne son point de vue, c'est tout à fait normal. Alors il faut qu'on s'en tienne là. Donc, il a donné son point de vue, c'est correct, c'est normal. Mais nous sommes dans un État souverain et démocratique. Nous avons organisé nos élections. Si ce journaliste a basé son argumentaire sur les différents commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux ou ce que dit l'ancien président Ibadou Gagna, qui oublie même sa place, qui dit que je viens de publier des résultats avant le temps, alors que je dis que le taux de participation oscillait entre 72 et 80%, ça vient du président de la CENI, selon ce qu'ils ont déjà récolté dans les CECI et les CEPI. Mais c'est tout à fait normal qu'on essaie de dire, voilà, ça oscille de tel à tel. Mais demain, vendredi, on connaîtra les résultats provisoires qui seront publiés. Alors qu'on arrête... Attendons voir. On a malheureusement le temps passe très vite, donc on a d'autres invités. Emmanuel Nkurunziza, vous suivez les événements depuis le Canada. Au-delà des accords de paix et de la Constitution, y a-t-il des réalités au Burundi qui font que Pierre Nkurunziza demeure pour l'heure l'homme de la situation? Oui, c'est très bien dit, monsieur. C'est-à-dire que Nkurunziza Pierre, s'il est président sortant, candidat à sa propre succession aujourd'hui, c'est, tout le monde le sait, en violation de la Constitution. Mais ce que le monde tend à oublier, c'est que même en 2005, il avait été élu en violation de la Constitution. Il est judicieux de rappeler qu'en 2005, on a dû faire entorse au code électoral parce qu'avec son casier judiciaire d'alors, il ne devait pas être présenté comme candidat parce que c'était quelqu'un qui était condamné à la plus haute peine prévue dans la juridiction burundaise pour son implication, pour son rôle dans le poste de mine sur la voie publique. Alors, je ne voudrais pas m'éterniser sur ce cas passé, mais je voudrais simplement dire que c'est le passé qui explique le présent. Je suis content d'être en train d'échanger avec un historien comme le président Sylvestre Ntibantunganya. Et c'est pour cela que, justement, aujourd'hui, je voudrais que le monde comprenne qu'avec ce que nous avons en situation au Burundi, où un président peut penser qu'il peut défier le monde entier, tous les observateurs, des civils aux religieux, en passant à l'organisation, à l'unité africaine, à presque tout le monde, c'est simplement parce qu'il a été renforcé, encouragé par les violations passées. Parce que ce que nous avons au Burundi, c'est que nous avons une culture, je m'excuse de l'expression, nous avons promu des non-valeurs en place et lieu des valeurs démocratiques. Mais attendez, nous qui sommes en dehors du Burundi, dites-nous, ce front anti-Nkurunziza se bat-il vraiment au-delà des lignes ethniques, c'est-à-dire une lutte qui n'a rien à voir avec les deux ethnies qui composent le pays, Hutu et Tutsi? Non, pas du tout. Il n'y a pas de bataille ethnique. S'il y a une manœuvre ethnique qu'on veut exploiter ethniquement, c'est de la part d'un Nkurunziza. Par contre, ce que j'allais dire, c'est que la situation actuelle résulte de ce que nous avons en pouvoir qui a été installé après violation des règles internationales. C'est un pouvoir qui, même lors de l'exercice de Nkurunziza, s'est caractérisé par le renforcement, la continuation, je veux dire, de la violation des droits de l'homme, les assassinats ciblés. Parce que l'organisation qui a présenté Pierre Nkurunziza, nous savons tous qu'il y a exactement 20 ans, en
1995, il avait signé des accords de coopération avec des ex-FARC. Oui, nous l'avons compris. Alors, Eric, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, sur ce qui a été écrit, ces campagnes d'intimidation. Mais écoutez, il y a l'AFP qui a rapporté que dans de nombreux bureaux de vote, les gens effaçaient l'encre de leurs doigts à la sortie de l'isoloir par peur de représailles de la part des partisans du boycott. C'est-à-dire qu'aucun camp n'a le monopole de la peur et de l'intimidation. Visiblement, les anti-Nkurunziza sèment également la terreur dans le pays. Justement, c'est la terreur partout parce que l'entêtement ne peut que mener la violence au rendez-vous. Et dans des quartiers, des personnes qui n'habitent pas, entre guillemets, dans les bons quartiers, où il y a, disons, la majorité des membres qui soutiennent l'une ou l'autre partie, bien sûr, si on va voter ou on ne va pas voter, on craint pour sa sécurité, on craint pour sa vie. Donc c'est un problème réel. Sur ce qui a été dit tout à l'heure. Rapidement, allez-y. Oui, je ne peux pas m'appesantir sur le commentaire des uns et des autres. Mais il y a un constat à faire. Il y a un problème au Burundi. Il y a eu des morts. On ne peut pas le nier. Il y a eu des débats sur le troisième mandat. C'est aussi un débat polémique. Je ne voudrais pas y retourner. Mais il faut comprendre une chose. Moi, je voudrais comparer le pays comme le corps humain. Lorsque le corps humain a un problème quelque part, plus tard, ça peut paralyser tout le corps. Eric, nous marquons une petite pause. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient dans 30 secondes. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous décortiquons la préélection au Burundi. D'emblée, les commentaires Facebook. Jérôme Kangoy de Lubumbashi RDC, Nkurunziza a montré qu'il est au-dessus de tout et de tous. L'opposition, qu'elle est la plus faible de l'Afrique centrale, et la communauté internationale et surtout l'ONU, ses limites d'intimidation avec la coupure de l'aide au développement. Aimé Kwizera de Ngagara, Burundi, il fera du Burundi une nouvelle Somalie et il le regrettera toute sa vie. Le 27 août, il ne sera plus mon président. Achille Dio de Harbin en Chine, à cause des États-Unis et de l'Europe, j'appuie Pierre Nkurunziza. Il a bien fait car le Burundi est un pays souverain. Vive Pierre. Rossi Foulor Nkuka du Congo-Brazzaville. L'Afrique n'a pas besoin d'un tel exemple. Si ce monsieur venait de se faire réélire de cette façon, cela encouragerait tous ces bandits qui ruminent le changement de constitution, de briguer le troisième mandat. Cela montre que l'opinion internationale est nulle pour l'Afrique. Le Burundi a fait l'objet mercredi des travaux de la sous-commission de la Chambre des représentants américaine sur l'Afrique que préside le député républicain Christopher Smith. Je vous propose un extrait. Pouvez-vous élaborer sur les efforts des leaders communautaires et religieux pour amener la paix? Sont-ils en train de contribuer efficacement à atténuer les animosités ethniques? Madame Wilson, vous avez dit que la relance du processus de médiation au Burundi devrait être la priorité absolue pour les États-Unis. Est-ce le cas? Si ça ne l'est pas, allons-nous en faire une priorité? D'abord, concernant la médiation, comme vous l'avez mentionné vous-même, notre présence n'a pas été aussi robuste dans la mesure où nous n'avons pas nommé un envoyé spécial pour le pays. Pour ce qui est de la question religieuse,
Vous savez, quelqu'un m'a confié que les Burundais sont d'abord croyants avant d'être des politiques. Cette tâche n'est pas toujours facile. Les chefs religieux ne sont pas tous des êtres apolitiques, mais leur sens des valeurs plus élevé les pousse à s'atteler à cette tâche. Alyssa Wilson de l'American Friends Service Committee, intervenant hier, ce qui nous amène à retrouver nos invités. Sénateur Sylvestre Tibatun Gagna, président du Burundi entre avril 1994 et juillet 1996. Willy Nyamitwe, conseiller du président Nkurunziza, le chercheur Emmanuel Nkurunziza de l'Université de York au Canada et mon collègue de la VOA, Eric Manirakiza. Willy Nyamitwe, vous venez d'entendre les inquiétudes quant à un nouveau conflit ethnique au Burundi. Craignez-vous pour votre pays qui, faut-il le rappeler, a déjà connu une guerre civile ayant fait 300 000 morts? Oui, je dis toujours que le Burundi fait face à une grande campagne de médisance et de calomnie et les gens ont toujours voulu présenter cette donne inquiétante en disant que le Burundi risque de succomber à une autre crise interethnique et nous avons toujours démenti ça. Malheureusement, certaines personnes, même des politiciens burundais qu'on croyait sages comme les anciens présidents, voulaient toujours soutenir cette hypothèse qui seulement venait servir des intérêts sectaires. Alors, ceux qui manifestaient dans la rue d'une façon violente ont utilisé ça, ont voulu amener aussi des FDLR pour dire que la police burundaise a des FDLR en son sein, pour dire qu'il y a des Hutus en son sein, etc., des histoires ethniques, mais nous avons fait face à ces critiques et nous avons pu surmonter cela. On a connu un putsch manqué que les uns et les autres essayaient d'amener vers un conflit interethnique, mais du côté des putschistes, il y avait des Hutus et des Tutsis, tout comme du côté des Loyalistes, il y avait des Hutus et des Tutsis. Nous avons connu une attaque dernièrement d'hommes armés, etc. Alors, maintenant, en revenant sur ce qu'a dit Emmanuel Nkurunziza, ça me fait vraiment plaisir qu'il le dise en présence de l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya qui a été chassé comme un malpropre et aujourd'hui qui est en train de vouloir qu'un autre président soit chassé comme ça comme un malpropre. Quand il y a un putsch, il ne condamne pas, il continue seulement à proférer des mensonges contre un pouvoir élu, légitime, et on voit bien que le peuple burundais est maintenant foulé aux pieds, méprisé par des gens qui devraient l'aimer, qui devraient le servir, parce qu'un ancien président, c'est quelqu'un quand même qui devrait avant tout servir d'exemple dans un pays comme celui-ci. Et il nous faut donner la parole, évidemment, il nous faut maintenant donner la parole. Vous êtes en train d'accuser... Oui, de lui-même. Écoutez, le temps passe très vite, il me faut donner la parole à tout le monde. Alors, sénateur, bon, vous venez d'entendre Willy Nyamitwe, mais dites-nous, vous-même, jusqu'à maintenant, toutes les tentatives de dialogue se sont soldées par des échecs. Toutes les élections ont été tenues. Y a-t-il des velléités et de l'opposition de prendre les armes? Bon, d'abord, ce n'est pas dans ma pratique politique de polémique. Parce que ce n'est pas à ça que le peuple burundais nous attend. Le peuple burundais aimerait plutôt qu'on lui donne des solutions face aux problèmes graves qu'il traverse. Et cette responsabilité incombe bien sûr au premier abord à ceux qui ont le pouvoir, parce qu'ils ont le devoir de chercher des problèmes et non de cultiver des polémiques qui n'ont aucun sens, qui sont insupportables. Moi, je suis soucieux qu'on cherche à voir comment faire face à la situation de manière que ce pays continue à avancer. J'ai toujours dit dans ma vie politique que j'aurais aimé et que j'aimerais que je sois le tout dernier chef d'État du Burundi qui ait été victime d'un coup d'État militaire. Et je le dis, je le répète même aujourd'hui. Je me suis battu dans ma vie politique avec de grands sacrifices pour que la démocratie soit instaurée au Burundi. Et ce n'est pas aujourd'hui, avec mon âge, avec mon expérience, que je vais me dédier. Aujourd'hui, donc, il y a des problèmes qui s'opposent. Et ces problèmes, si on écoute ici et là au Burundi, ne peuvent trouver d'autres solutions que si on accepte de s'asseoir ensemble dans nos diversités pour y faire face.
Et le Burundi avait fait beaucoup de pas, beaucoup de succès grâce à l'accord d'Arusha, des succès en matière d'unité. Et c'est ça effectivement qui a fait que cette crise qu'on ne peut pas lui donner des dimensions ethniques. Mais si, et là je mets sommet, si on ne trouve pas de solution, il y a des signes annonciateurs de manipulation de cette donne. Et là, je mets en garde qui que ce soit, qui qu'il soit et où qu'il soit, il serait en train de ramener le pays dans des temps anciens. En deuxième lieu, l'accord d'Arusha nous avait aidé à construire un État dans lequel tous les Burundais se sentent rassurés, se sentent représentés. Nous devons également sauvegarder, mais pas seulement sauvegarder, consolider les acquis à la matière, notamment en ce qui concerne la constitution de nos forces de défense et de sécurité, qui doivent être des forces de défense et de sécurité préservées de toute ingérence, comme la Constitution l'exige dans la vie politique. Elles ont leur mission qu'elles doivent remplir et que nous devons absolument les aider politiquement à remplir sans essayer de les impliquer dans la vie politique. Oui, Monsieur le Président. Alors, je vais m'adresser maintenant à Emmanuel Nkurunziza. Très rapidement, que reste-t-il à faire pour sortir le pays de la crise? Oui, je vais embrayer avec ce que vient de dire le président Nkurunziza. Il faut justement que les gens s'assoient ensemble, mais justement, il faut qu'ils s'assoient ensemble dans un projet qui mette le Burundi sur la voie du droit, la voie de la justice. Il ne faut plus mettre au pouvoir des gens aux mains entachées de sang. Et nous avons eu une expérience triste, il ne faudrait donc pas répéter cela. Il faut également extirper de nos forces de défense, de nos forces armées et de notre police, ces éléments qui sont accusés au local comme en international d'être les piliers, les axes même autour desquels tourne le crime national et international. Je cite en passant le rapport des Nations Unies de 2009 qui a pointé du doigt le service national de renseignement. Très rapidement, je sais que... Justement, je vais terminer. C'est-à-dire, il a montré avec force évidence que les armes qui étaient acheminées vers les FDLR au Zaïre, au Congo, étaient l'objet du trafic du SNR. Oui. Donc, on doit s'assurer que ces éléments qui ont trempé dans ces crimes de droit international soient non seulement extirpés de nos éléments, de nos forces, mais aussi merci. Alors, Eric, tout à l'heure, en fait, vous deviez terminer votre phrase. Malheureusement, le temps passe très vite. Alors, allez-y. Justement, je disais que je compare le problème qui se passe aujourd'hui comme un corps humain. Lorsque il est attaqué par un virus, prenons le cancer, c'est difficile de le sentir immédiatement et après on le sent vers la mort et c'est difficile à soigner. Voilà ce qui se passe au Burundi. Alors, pour tout régler, il faut revenir aux fondamentaux, il faut respecter l'alternance politique 10 ans de pouvoir. Sinon, aujourd'hui, le président de la République et son parti ils sont allés jusqu'au bout de leur logique. Maintenant, il va se poser la question de la gestion, ce qui est une autre paire de manches. Oui. Willy, en 2 mots, êtes-vous prêt? Est-ce que le régime Nkurunziza serait prêt à partager le pouvoir? Ben oui. D'abord, la Constitution de la République du Burundi nous recommande cela. C'est même une injonction. L'article 195 de la Constitution montre bien que pour... 129, excusez-moi, l'article 129 montre bien que toutes les forces vives de la nation, toutes les composantes ethniques, y compris la donne genre, doivent faire partie du gouvernement. Donc c'est une recommandation de la Constitution et notre Constitution déjà est bâtie sur un gouvernement d'union nationale. Alors le président de la République du Burundi a toujours pris en considération la promotion de la cohésion sociale et à travers la formation d'un futur gouvernement, je suis sûr et certain qu'il prendra en considération Willy, il nous faut rendre l'antenne. On y reviendra. Voilà, merci à nos invités. Sénateur Sylvestre Tibatunaganya, président du Burundi entre avril 1994 et juillet 1996. Willy Nyamitwe, conseiller du président Pierre Nkurunziza. Emmanuel Nkurunziza, pas de lien de parenté, qui est lui chercheur à l'université de York au Canada. Et Eric Manirakiza de VOA Afrique.
Afrique. Petit clin d'œil à nos amis et confrères de B1, notre télépartenaire à Kinshasa. Voilà, mes chers amis de la VOA, partout où vous êtes, je vous remercie de nous avoir accueillis. À la semaine prochaine. Jacques Aristide à Washington. Take care.